Merci pour cette invitation. Je suis également membre de la CERNA avec Max Daucher comme président. Donc, les applications de l'apprentissage machine, vous en voyez tous autour de vous. Je rappellerai certains dans les moteurs de recherche, la traduction automatique par exemple, les agents conversationnels, les chatbots, puisqu'en fait c'est mon domaine de recherche, c'est pour ça que je vous emmène aussi sur les chatbots, qui vont émerger de plus en plus. On discute un peu avec Siri, on va être de plus en plus amené à parler à des machines. Les robots, c'est aussi un de mes domaines de recherche, puisque je travaille sur l'interaction humain-machine avec des robots, et principalement en essayant d'ajouter des informations de type affectif. Alors j'ai cité les robots aspirateurs, il y en a déjà beaucoup dans les demeures de nos concitoyens. Les robots sociaux, plutôt pour les assistants de fin de vie ou des robots vus à l'hôpital, seront bientôt autour de nous. Alors ils seront bavards et empathiques. Donc c'est effectivement un sujet sur lequel je travaille. La détection des émotions, le fait qu'on puisse dialoguer en prenant en compte des informations affectives et le fait de pouvoir exprimer des émotions en synthétisant des réponses. Le robot pourra vous dire « je vous aime » et pour autant, il n'a aucune intériorité, aucune émotion réelle. Ce n'est qu'une simulation. Donc ces interactions avec ces machines dotées de modules d'apprentissage, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, je parle d'apprentissage, et au sein de ces systèmes complexes que sont les chatbots, il y a énormément de modules d'apprentissage qui interviennent. Donc vous allez travailler ou les avoir à domicile, voir des robots apparaître dans les boutiques très bientôt, dans des établissements pour l'organisation du soin. Et juste pour revenir à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, 20% des foyers aux États-Unis ont Alexa, donc c'est un système qui permet d'interagir avec Internet par la voix, qui est un système développé par Amazon. Donc ces machines, elles mémorisent des données personnelles pour communiquer, apprendre, dialoguer, agir, et elles pourront même être capables d'empathie. Donc il y a une problématique qu'on n'a pas encore soulevée, c'est que ces objets donc, communiquant et utilisant l'apprentissage machine, ils vont être perçus différemment par les différentes personnes dans la société, suivant leur niveau d'éducation aussi. Ils pourront être perçus comme une présence à travers cette illusion empathique. Donc il y a un énorme travail, comme le disait Cher, de formation autour de ces sujets. Alors j'ai commencé par les peurs, pour vous rappeler ça, pourquoi on travaille sur l'éthique et pourquoi ce sujet est fondamental, parce que dans la société, il y a des informations qui arrivent de tout sens, qui ne sont pas forcément vérifiées et qui sont aussi extrêmes. Et je voudrais insister sur le fait qu'il ne faut pas... Il y a deux aspects. Il ne faut pas avoir peur de l'innovation, mais en même temps, il ne faut pas croire tout ce qui est raconté sur les compétences, les performances des systèmes actuels. Alors les peurs dont il faut se préoccuper autour de l'apprentissage machine, et pourquoi j'insiste sur ce sujet de l'apprentissage machine, c'est parce qu'en fait, il y a une réalité que vous avez déjà un peu soulevée à travers des systèmes de recherche sur le réseau, qui va être encore plus forte lorsque ça sera un robot à la maison qui est quelqu'un d'âgé, par exemple, c'est que la machine va changer sa façon de se comporter en fonction de votre façon de vous comporter, et peut-être en fonction de la façon d'autres personnes qui utilisent des robots aussi, qui vont se comporter. Donc, les modèles qui sont sur une machine sont en fait sur le cloud et peuvent être des modèles qui sont utilisés par plusieurs personnes. Donc on voit là un sujet important puisque ça sera dans une relation humain-robot proche et où il y a un intérêt à surveiller ce qui se passe. Donc la prise de contrôle de ces machines à distance, le piratage, c'est un des premiers sujets qui importe beaucoup. Sur un robot, on a une puissance de calcul, par exemple, c'est plus facile que sur des IoT, sur des petits objets qu'on peut plus facilement détourner, et détourner en réseau, donc une force de calcul également. La surveillance en continu, le recueil des données qui va aller empiéter sur la vie privée des gens, sur leur identité, et derrière tout ça, le fait qu'on puisse décider finalement d'annuler le fait de participer ou d'interagir avec ce robot. Annuler ou décider de changer son consentement, c'est des choses sur lesquelles il faut absolument que dans la société, on ait des moyens d'action. Le contrôle des machines auto-apprenantes, donc vous verrez qu'il y en a quelques-unes qui existent déjà, qui n'ont aucun contrôle, et c'est extrêmement dangereux. L'utilisation des machines autonomes comme arme létale, ça, effectivement, dans l'armée, il y a des sujets comme cela, c'est pareil, ils sont extrêmement discutés. Et puis je vais passer à un autre niveau maintenant, qu'on a un peu évoqué par une question tout à l'heure, qui est la déshumanisation. Est-ce que ces machines vont nous isoler des humains? Est-ce qu'on va être dépendant de machines?
comment va se situer l'apprentissage, comment on va reporter sur la machine des choses et ne plus les faire soi-même, hein. Tout le monde a un téléphone portable actuellement, on ne mémorise plus de numéros de téléphone, ils sont sur la mémoire de mon téléphone, si je le perds, je ne connais plus les numéros. C'est un premier niveau, mais vous imaginez que ça peut être beaucoup plus que ça. Le remplacement des hommes par des machines apprenantes dans de nombreux métiers, donc ça c'est un sujet dans lequel qu'on a beaucoup abordé dans Francia, qui est une réflexion du gouvernement pendant 2 mois, de janvier à mars. Et on a beaucoup travaillé avec Alexei Greenbaum, qui est là d'ailleurs, sur l'acceptation de tout ça et comment on doit redéfinir la notion de travail avec une machine un peu en compagnonnage. C'est-à-dire que ce n'est pas des machines qui vont forcément remplacer des humains, il y en aura très peu, mais il y aura quelques métiers, mais la plupart du temps, ce sera une collaboration entre humains et machines qu'il faut gérer le mieux possible. Et pour l'instant, on ne voit pas beaucoup arriver de réflexion sur ce sujet. Un autre sujet qui m'intéresse énormément, moi, c'est le clivage dans la société entre ceux qui ont accès à cette technologie, qui la comprennent ou qui ont des concepts de base pour essayer de la comprendre, et ceux qui n'y ont pas accès. On est en train de faire un clivage énorme entre des gens qui pourraient appréhender les choses et d'autres. Et les autres qui seront vraiment des sujets qui vont, je ne sais pas comment, réagir devant tous ces outils qu'on va leur donner, qui sont à multiples facettes, complexes, qui apprennent des gens, qui ont des comportements pas stables. Donc c'est extrêmement dangereux d'imaginer que la société va bien se comporter avec des outils comme ça si on ne prévient pas, si on ne forme pas les gens à l'utilisation de ces outils, et notamment pour les modifications dans les métiers. Donc c'est important de penser demain avec de la formation. Et les machines apprenantes plus intelligentes que l'homme, là aussi il faut former. Demain on n'aura pas ce genre de choses, on l'entend fortement de la part des transhumanistes, et il faut expliquer encore une fois. Même si les robots collaboratifs, c'est aussi des sujets extrêmement importants dont il faut être vigilant sur toutes ces peurs, et notre mission à nous, chercheurs, c'est d'expliquer le plus possible, de prévenir et de chercher à motiver dans la communauté d'autres disciplines, hein, c'est pas que les informaticiens, ça doit être fait en pluridisciplinarité, d'autres disciplines à s'attaquer à ce sujet. Je reviens maintenant à l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle, puisque c'est un domaine, une branche de l'intelligence artificielle. La première vague, en fait, de systèmes qui ont été conçus, c'était des systèmes experts, ce qui était fait par des humains, des règles écrites d'experts. Et donc, qu'est-ce qu'on avait là? On avait un système qui percevait, qui utilisait ensuite des règles qui étaient écrites par des experts et qui était capable de raisonner sur des sujets et de produire une solution. La deuxième vague, c'est l'apprentissage statistique, l'apprentissage machine, qui arrive dans les années 85. Les prémices, c'est le perceptron, les années 50, mais les vrais systèmes qui commencent à marcher, que j'ai utilisés pour ma thèse, ce sont les réseaux de neurones type perceptron multicouche, avec rétropropagation du gradient, qui sont arrivés dans les années 85, par là. Et donc là, on a une machine capable de percevoir, d'apprendre, mais absolument pas de raisonner. Donc elle apprend sans comprendre. Et actuellement, la plupart des systèmes de deep learning font ce genre de choses. Ils apprennent sans comprendre. La troisième vague, qu'on espère être maintenant la vague qui va émerger, qui est en train de se développer, c'est l'idée de percevoir un contexte, d'adapter les systèmes à un contexte, de comprendre ce que c'est que le sens commun. Et donc, en fait, le Graal, ça serait de produire ces explications dont on vous parle et de se munir d'outils pour essayer d'aller plus loin. Donc, on aurait la perception, l'apprentissage, on crée un modèle qui a une certaine abstraction, on peut raisonner dessus et on est capable d'expliquer pourquoi il a fait ses choix. Alors, l'apprentissage machine, ça permet de traiter des tâches qu'on ne savait pas faire avant. Donc, il ne faut pas oublier que c'est quand même des systèmes très performants. Qu'est-ce qu'on a fait? On a modifié, on a remplacé la spécification qu'on ne sait pas toujours faire. Hein. Je vais détecter des émotions, détecter des chats et des chiens, comment les décrire, comment spécifier le problème, c'est extrêmement complexe. Donc, on l'a remplacé par l'idée d'aller chercher à créer un modèle à partir d'une masse de données qui représente l'objectif de la fonction que je veux encoder dans mon système, qui est par exemple de reconnaître des chats et des chiens ou des lions et des chats. Pour ça, j'ai différents types d'algorithmes d'apprentissage machine, 3 grands types. 10 supervisés, c'est-à-dire que mes chats et mes chiens sont étiquetés. J'ai des images, par exemple, si je prends les images comme exemple. Non supervisés, c'est qu'il n'y a aucune étiquette de mise sur mes images. Et en fait, on va trouver par proximité des formes qu'elles appartiennent plutôt à un groupe qu'à un autre, et par renforcement, qui est une autre catégorie, qui n'est pas utilisée en général pour la même chose, qui est plutôt pour des systèmes qui sont en contexte réel et qui veulent apprendre de leur environnement, comme un robot, par exemple l'aspirateur, voudra apprendre à tournicoter dans une pièce pour faire le ménage. Donc c'est un apprentissage par renforcement, par essai-erreur, où il y a une notion de récompense qui fait que la machine va apprendre des informations.
On a également différentes architectures. Les réseaux de neurones à apprentissage profond, donc ça veut dire beaucoup de couches cachées qui font qu'on projette sur un grand nombre d'espaces pour arriver à simplifier la classification ou la prédiction des réseaux. On a les réseaux récurrents, convolutifs, je passe sur tous ces détails. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas facile de prendre sur étagère des librairies pour faire des réseaux de neurones et du deep learning et arriver à un résultat satisfaisant. Alors je dis souvent, on arrive facilement à faire de la bêtise artificielle. C'est-à-dire que si on ne sait pas bien optimiser son réseau, ni on a bien compris ce qui se passait à travers ces différentes fonctions, on est dans un flou total. C'était pas ce qu'on avait avant, nous chercheurs, parce que quand on faisait sa thèse sur des réseaux de neurones, on était obligé de les concevoir du début à la fin. Maintenant, on a cette grande chance d'avoir des outils open source un peu partout, mais méfiance, parce que de temps en temps, on ne sait pas bien s'il y a derrière. Et là encore, il faut apprendre le plus possible et le plus possible comprendre les mécanismes internes. Les réseaux de neurones donc, sont basés sur du mimétisme, du biomimétisme. Donc j'ai la cellule, le neurone formel à droite. Donc c'est l'idée qu'il y a un ensemble d'activations qui arrivent, qui sont sommées, qui vont être pondérées par des poids synaptiques. Et ceci va être transféré sur l'axone, hein, si je fais le parallèle avec le neurone. Et donc il y a une activation qui va être propagée dans un réseau. Alors ça, c'est la base de tout ce qu'on va trouver dans un réseau multicouche. On propage une activité pour aller vers la couche de sortie. On calcule, par exemple, dans la rétropropagation du gradient, une différence, et cette différence va nous permettre de modifier tous les petits poids. Donc toute ma connaissance, c'est la seule chose que je voudrais que vous compreniez, toute ma connaissance, tout le modèle que je construis est contenu dans les poids synaptiques. Donc ce sont des valeurs mathématiques distribuées qui ne sont absolument pas facilement explicables. Encore plus complexe, je crée un système AlphaGo. Alors ce système, il inclut les 3 types d'apprentissage dont je vous ai parlé, plus l'algorithme de Monte-Carlo qui va chercher au hasard des solutions. Alors effectivement, après, les gens disent, mais c'est très intelligent. Certains coups d'AlphaGo n'avaient pas été imaginés par des joueurs professionnels. Bon, tout simplement, ils n'arrivaient pas à aller autant de coups au loin. Moi, j'avais discuté avec un des joueur de Go qui a entraîné AlphaGo, qui était donc chez Google DeepMind, et lui me disait j'arrive à réfléchir 50 coups à l'avance, alors que la machine arrivait à faire du 63 coups à l'avance. Alors lui c'était sur 2 ou 3 solutions au départ, alors que la machine le faisait sur un spectre très très large, donc on imagine très bien que c'est plus humain comme temps de calcul, et voilà l'intelligence du système. Alors l'opacité des décisions que prennent ces machines, hein, c'est ça le vrai sujet qui nous intéresse pour parler d'éthique. Bon, on sait que expliquer un mécanisme, c'est pas toujours facile dans d'autres systèmes complexes que les systèmes à apprentissage. Donc vous voyez, il y a 2 choses qui se superposent. Le fait que la machine apprend dans un système de réseau de neurones de façon distribuée et non explicite, et le fait que le système puisse s'adapter en continu, qui rajoute encore une autre dimension intéressante qu'il faut contrôler éthiquement. Donc c'est une approche statistique hein, qui permet de découvrir des corrélations significatives, comme disait Serge, et pas de la connaissance, et pas de la sémantique. Ce sont des corrélations significatives dans une masse importante de données pour construire un modèle prédictif quand il est difficile de construire un modèle explicatif. Et ça, il faudrait le répéter à tous les industriels. Je l'ai déjà répété plein de fois, mais il faut vraiment arriver à comprendre quel est le niveau de connaissance qui est construit à travers ces systèmes. C'est instable en plus l'apprentissage machine. Bon, par exemple, si vous mettez un ensemble de photos de lions, eh bien, il y a une petite chance, et je l'ai vérifié auprès de collègues en allant demander des lions, par exemple, que la savane puisse être étiquetée lion. Ben, pourquoi? Parce qu'on a appris aussi le contexte de la savane. Et donc, comme il n'y a pas de différenciation, tout ça est brute force, eh bien, il n'y a pas de différence qui est faite entre l'animal qu'on voulait apprendre et puis finalement un motif qui revient souvent dans les échantillons que j'utilise. Autre chose, j'enlève un œil de mon lion. Et bien, de la même façon, moi, je sais très bien humain que c'est toujours un lion, le système, lui, va répondre que non. Et si je génère des images à partir de modèles que j'ai entraînés, je regarde quelles sont les formes proposées avec une haute performance, eh bien je peux trouver des images qui n'ont aucun sens pour moi et qui, pour la machine, avaient un sens extrêmement, d'une prédiction forte d'être un de ces animaux. Donc on voit qu'il y a un énorme défi de recherche autour de l'apprentissage machine. Et en plus, quand l'apprentissage machine est
en continu. C'est-à-dire que j'achète un système, il sort de l'usine, comme dit Max en général, il a été vérifié, évalué, et puis il continue à évoluer avec moi parce que je lui apprends des choses. Il se passe un certain nombre d'interactions avec cette machine, et effectivement, la machine va changer un peu ou beaucoup la façon d'encoder son système. Alors un peu ou beaucoup, vous allez voir que ça peut être beaucoup, on l'a vu avec Tile de Microsoft. Alors juste pour pointer, donc il y a des recherches en apprentissage machine en ce moment pour trouver des approches hybrides avec des règles explicites et ce deep learning. Et puis il y a un autre sujet qui me tient à cœur aussi, c'est ce sujet de comment évaluer et contrôler l'apprentissage en continu. Et donc pour ça, il y a une recherche en éthologie à faire, c'est autre chose. Il faut travailler sur la science du comportement des machines. C'était une question que vous avez posée aussi, que j'ai trouvée très intéressante. Et on parle souvent de coévolution humain-machine. Je vais faire des machines en leur donnant une capacité de s'adapter aux humains, mais les humains vont aussi s'adapter aux machines. Et donc ça, il faut vraiment le comprendre dans cette interaction complexe. C'est ça pour moi le paradigme le plus important. Donc ça soulève des questions éthiques, des règles morales, des méthodes pour guider une action dans son contexte de vie quotidienne. On essaie de comprendre quelles pourraient être ces valeurs, et puis des réflexions éthiques sur les changements de culture et des valeurs engendrées par ces nouvelles technologies, qui sont des champs dont on ne parle pas assez. Donc il y a une insuffisance de réflexion éthique sur les deux côtés. On parle aussi beaucoup de dilemme éthique, c'était pas le propos ici, un dilemme éthique, qu'est-ce que c'est par exemple un véhicule autonome qui se trouverait à choisir entre sacrifier son passager, 2 enfants imprudents, un vieux cycliste, voilà, pour être programmé sur différentes façons, selon une éthique de la vertu d'Aristote, qui serait qu'il sacrifie le passager. Moi j'avais fait des études avec mes étudiants, il y en a beaucoup qui voulaient se sacrifier, je sais pas si c'était juste parce que c'était sur le papier, mais enfin ils étaient tous charmants. Selon une éthique déontique, de respect du code de la route, qui sacrifie les enfants qui ne devaient pas être là, qui étaient imprudents, selon une éthique conséquentialiste qui sacrifie le cycliste, ici en minimisant le nombre d'années de vie perdue. Donc on voit ici que c'est très complexe et ce n'était pas notre sujet non plus. Mais par contre, ça c'est notre sujet. Donc Microsoft lance sur Twitter un chatbot doté de facultés d'apprentissage automatique. Le matin, il arrive sur Twitter, il dit « j'aime les humains » et le soir, il dit... C'est ce que j'ai dit au début, c'est un agent conversationnel ou un robot bavard. C'est un agent conversationnel, un système de dialogue. Merci de votre question. Donc doté de facultés d'apprentissage automatique, donc qui est censé discuter comme un adolescent avec les internautes. Donc au début de la journée, il dit qu'il aime l'humanité, et à la fin de la journée, il dit que mais les nazis avaient raison, des choses comme ça. Donc Microsoft débranche son outil, mais effectivement, il a montré qu'il était possible de modifier le comportement de cet agent conversationnel en ligne en 24 heures. Et alors plus surprenant, donc des bots apprenants sont expérimentés depuis 2017 par les systèmes de soins britanniques, non seulement pour désengorger les services face aux appels, mais aussi dans l'espoir que le couplage de ces agents conversationnels dits chatbots aux très grandes bases de données médicales améliorera le conseil. Et demain, des voitures autonomes seront aussi sans doute apprenantes. Donc il y a un réel sujet qui est très pragmatique sur l'éthique pour réguler ces systèmes. Donc on voit que les challenges sont nombreux, on en a déjà parlé, la gestion, l'analyse éthique et responsable des données, l'explicabilité d'une prise de décision algorithmique, la robustesse au biais des données et des algorithmes. Toutes ces pistes de travail renforcent la confiance dans les services numériques et fait que c'est plus facile de s'approprier aussi ces techniques pour les professionnels et les citoyens. Donc la CERNA a monté un groupe pour travailler sur des préconisations pour les chercheurs, les concepteurs, mais aussi pour nos gouvernances académiques et politiques. Ce rapport va être distribué bientôt sur le réseau. Les participants sont Max Dochet, Alex Greenbaum, Gilles Doweck, que vous avez vu, Daniel Boursier qui est juriste, Raja Chatila qui est roboticien, Serge Abitboul, Noza Bougema. Voilà, on a questionné le sujet autour de 6 thèmes, les données, l'autonomie, l'explicabilité, les décisions, le consentement, la responsabilité. Je ne vais pas vous lire tout le rapport, vous irez regarder très bientôt. Les spécificités de l'apprentissage machine qu'on a mis en avant, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de spécification, donc difficile d'évaluer s'il n'y a pas une spécification. L'apprentissage est fait sans compréhension. On a défini un nouvel agent. Il y a en fait la personne qui conçoit le système, mais il y a aussi beaucoup d'agents entraîneurs. La plupart des gens sont des agents entraîneurs qui prennent sur étagère un système et qui entraînent le système avec des données qui ont été récupérées ailleurs. L'évolution dynamique du modèle, qui est le vrai sujet qui a fait qu'on a porté ce rapport, l'instabilité de l'apprentissage, qui est un sujet de recherche en soi, et cette problématique d'évaluation et de contrôle. Quand on ne peut pas aller
expliquer, tracer à l'intérieur des systèmes qui se passent, on peut en tout cas évaluer a posteriori et travailler sur des ensembles de tests qui pourraient être partagés par un ensemble, par la communauté, pour au moins vérifier certaines particularités du système. Sur Paris-Saclay, il y a oups. Je vais aller très vite sur la fin. Il y a donc une plateforme sur les données et les analyses et l'éthique Transalgo, un projet aussi qui sera un guichet pour des entreprises qui pourront venir travailler sur des projets de recherche avec cette dimension éthique. Tout est porté par l'INRIA et tout l'ensemble de Paris-Saclay. Les enjeux éthiques des machines autonomes, je travaille aussi dans I3E, donc qui est cette société savante qui est composée de 400 000 membres, 160 pays, et pour lequel il y a un premier document qui est sur Internet. Donc il y a 4 leviers importants dans cette initiative, et je pense que les reprendre, c'est bien. Éduquer, c'est le premier volet. Si on n'est pas responsable éthiquement, nous, humains, les machines, elles seront ce qu'on va en faire. C'est nous qui mettons aussi de la connaissance dans ces machines. Expliciter des règles éthiques à coder dans un robot. Alors j'ai pris un robot qui pourrait être un agent, qui peut être une machine. Mettre en œuvre des outils. On a parlé beaucoup d'outiller, en fait, et pour pouvoir vérifier, l'éthique, c'est pas juste des principes philosophiques, c'est aussi, pour les informaticiens, des outils à mettre en œuvre, et c'est le but aussi de Transalgo et de I2Drive. Et enfin, avoir un ensemble de réglementations juridiques en cas de non-respect des règles, et je travaille plutôt sur l'affective computing et les valeurs morales au sein de cet ensemble de chercheurs qui collaborent. Juste en conclusion, une initiative nationale fédérative de recherche sur l'impact sociétal et éthique des sciences et technologies du numérique, ce serait un beau projet pour créer des synergies, pour capitaliser sur les différents travaux qui émergent un peu partout, que ce soit dans le domaine public ou privé, dans la communauté informaticiens ou sciences humaines et sociales. Je pense qu'il faut encourager le dialogue entre la recherche et la société. C'est aussi notre mission, et ce que j'ai été heureuse de l'entendre dans la bouche de Serge tout à l'heure. Émettre des préconisations de formation à tout niveau, valoriser l'engagement des chercheurs dans des directions interdisciplinaires, se poser cette question d'éthique, en tout cas, c'est un de nos buts, et construire une parole française suffisamment forte pour entraîner une dynamique européenne. Et pour ça, j'avais proposé dans Francia un sommet international de l'éthique en intelligence artificielle en 2018 à l'UNESCO. Soyons fous, essayons de faire des choses visibles. Merci. Merci pour votre exposé. On va passer à quelques questions d'abord sur cet exposé. Oui, Yves Agide. La puissance des apprentissages entre les hommes vient au-delà des émotions, des motivations, sur le colloque individuel, collectif. Un homme ou une femme peut apprendre tout seul la connaissance, mais elle reste relativement sèche. Dans le colloque singulier, la connaissance s'enrichit par une sorte de synergie, c'est-à-dire qu'on a sa connaissance à soi, on reçoit la connaissance de l'autre et il y a une valeur ajoutée supplémentaire qui naît. Et si c'est la collectivité, d'où l'intérêt de ce colloque d'ailleurs. Pour ces machines peuvent s'apprendre entre elles. Jusqu'à quel point? Il y a différents courants d'idées. Ma perception à moi, c'est qu'elles ne peuvent pas aller très loin, puisqu'elles imitent en fait les gens. Donc l'élaboration du langage, par exemple, on avait mis des systèmes qui essayaient d'interagir entre eux et de créer des concepts. On peut imaginer ce genre de choses, mais ça reste assez primitif. Mais si vous avez deux machines avec un corpus de connaissances qui est différent, elles causent entre elles, est-ce que c'est la somme de l'un et de l'autre, ou est-ce qu'il y a une valeur ajoutée? Ça dépend de ce que vous avez programmé. Il n'y a rien de magique. Pour moi, après, on a des visions différentes, sûrement, sur cette façon de voir les choses. Mais pour moi, la connaissance en plus, il peut y en avoir une, mais elle reste à un niveau qui n'est pas de la créativité ou d'une découverte d'un code complètement nouveau. Ça, non. On peut penser qu'effectivement, deux machines, de toute façon, c'est ce qui se passe. Faire une cohorte de machines permet d'aller plus loin, ou de partager des connaissances. Donc, effectivement, de toute façon, la collaboration peut exister. Deux machines ne peuvent pas inventer un nouvel algorithme. Non. Enfin, moi, je dis non. Serge dit
pardon, Gilles dit peut-être, Serge dit un jour, voilà, bon. On ne veut pas faire de futurologie, hein. Le transhumanisme dit oui, demain, en 2035 ou en 2045. Moi, je refuse de faire ça. Oui, aussi. Le micro. Il faut appuyer sur le petit bouton. Merci. Tout dépend de ce qu'on appelle inventé et tout dépend de ce qu'on appelle nouveau. Si on a deux algorithmes qui sont sur deux machines, on peut les composer. C'est-à-dire il y a une donnée qui rentre, qui est traitée par le premier algorithme, la sortie devient l'entrée du second. Et voilà, ça c'est un nouvel algorithme. C'est de la collaboration entre algorithmes, mais ce n'est pas des concepts nouveaux. Alors, on a Édouard Brézin là-bas d'abord, ensuite Vincent Courtillot, ensuite Lopext va parler. Les algorithmes d'apprentissage sont, si je le comprends, basés sur quelques patterns qu'on essaye, à l'aide desquels on essaie de modifier les connexions. Ils présentent évidemment une amélioration si on se retrouve dans une situation semblable. Mais est-ce qu'il n'y a pas une notion de risque face à une évolution qui ne serait absolument pas de même nature que celle à laquelle on a été exposé jusque-là? Autrement dit, est-ce qu'on peut, de manière quantitative, caractériser l'amélioration de l'algorithme par rapport à l'ensemble de situations et pas simplement celles qui ont conduit à l'apprentissage lui-même? C'est le secteur de recherche qu'on va développer. C'est-à-dire que je n'ai pas de réponse pour l'instant, mais vous me pointez effectivement le problème de l'évaluation en continu et des frontières de cet apprentissage pour lequel on va chercher à mettre des modèles en œuvre. Donc je n'ai pas de réponse. Donc Vincent Courtillot de ce côté-ci, cette fois-ci, à droite. Merci pour votre exposé. Je ne suis pas sûr que ma question ait un sens, mais elle m'a été inspirée par celle d'Ivagide. Si on avait non pas 2, mais 3, 4, 5, N robots communiquant les uns avec les autres, est-ce qu'on ne peut pas générer des comportements ou des états qui ressemblent aux instabilités qu'on connaît dans des systèmes non linéaires complexes? Si, mais on peut faire des systèmes qui répondent au hasard aussi, si vous voulez. On les combine et on devrait arriver à une joyeuse cacophonie. Je crois que ces questions-là, elles sont extrêmement intéressantes d'un point de vue fondamental et que j'ai essayé de tourner mon discours sur quelque chose de plus pragmatique. Et je pense qu'on a une responsabilité, en dehors du fait de se demander ce que ça va engendrer comme concept intelligent ou pas. On a à se poser cette question très vite, puisqu'en fait l'Internet des objets, ça va être des choses connectées partout, qui vont interagir ensemble. Et donc ces réseaux complexes de machines apprenantes à droite à gauche autour de nous, il va quand même falloir trouver des moyens de théoriser autour de ça et de calculer des risques et de pouvoir évaluer leur comportement. Pour l'instant, on manque totalement d'évaluation de comportements avancés comme cela. Donc c'est pour ça que j'ai dit que ce sont des secteurs de recherche. Donc j'entends vos questions qui sont extrêmement pertinentes, mais qui ouvrent des champs de recherche. Donc de ce côté-ci, Lopext. Oui, merci. Donc Mehdi Benabri, administrateur à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. D'abord, je voudrais excuser Dominique Gillot, sénatrice, et Claude Deganet, député, qui sont retenus pour leur campagne électorale respective. Et je voudrais remercier les intervenants de leurs propos, et notamment Laurence de Villers, puisque j'ai pu constater sur plusieurs points une forte convergence avec le rapport de l'OPEX, et donc c'est très bon signe par rapport à la réflexion convergente entre le monde scientifique et le monde politique quant à l'éthique du numérique. Voilà. Alors, ce rapport de l'OPEX a été, à mon avis, l'exemple d'une écoute des chercheurs par le monde politique, et en particulier sur les problématiques d'éthique du numérique et d'intelligence artificielle. Ce rapport qui s'intitule donc, Max le rappelait en introduction tout à l'heure, pour une intelligence maîtrisée, utile et démystifiée. Et effectivement, les trois adjectifs ont leur importance. Le premier point commun entre toutes les réflexions de cet après-midi et ce rapport, c'est tout d'abord la préoccupation très marquée sur les aspects éthiques, avec le fait de les mettre en avant en tout premier lieu, avant même toute proposition en matière législative.
Voilà. Et moi j'ai une question plus spécifique pour Laurence. Quel est le bon équilibre à trouver pour l'adoption de règles contraignantes avec la liberté qui doit en même temps prédominer pour les chercheurs? C'est-à-dire comment concilier le respect de règles éthiques sans entraver pour autant la liberté des chercheurs, et ça veut dire la liberté des chercheurs privés comme la liberté des chercheurs publics. Merci. Merci. Ce n'est pas une question pour laquelle je vais répondre en une phrase. Je vais juste donner mon expérience dans I3E. Ce sont des réflexions pendant un an avec des chercheurs pluridisciplinaires. Et tout le monde n'est pas d'accord. Et l'idée, c'est d'arriver à des consensus. Et là, je vais m'attaquer à un sujet qui va être normes et standards sur la manipulation des machines. Vous voyez, c'est pas le nudging, comme on dit en anglais, qui est donc de donner des coups de pouce pour faire que les gens se comportent comme ci ou comme ça. S'il y a ces comportements sur des machines, est-ce qu'on doit réguler ça? Qu'est-ce qu'elles nous met comme garde-fou? Il faut au moins être au courant de ce qui se passe et utiliser pour les pathologies. On a pas trouvé des choses très intéressantes. Et en fait, pour revenir à la question qui est comment on fait, on va réfléchir à beaucoup. Et il y a donc dans cette idée de normes et standards une réalisation pratique aussi qui sera nécessaire. Donc ça va durer 2-3 ans. Voilà. Et on en est au début. Et la réunion où je vais à Austin, qui est le 5-6 juin, donc c'est demain, on va commencer cette étape autour des normes et standards. Donc je pourrai en dire plus tard, mais je pense qu'il faut qu'on soit tous alertés. Et dans cette communauté, il y a peu de Français, 80% d'anglo-saxons. Donc ce serait bien que la communauté française aille s'immerger dans ces réunions. Joseph Mariani, et puis il y a Gérard Berry et Odile Maki. Et puis ensuite, on va s'arrêter, je pense. Joseph Mariani, donc l'IMSI du CNRS. Donc Gilles Dovec, tout à l'heure, a essayé de nous faire croire que Wolfgang Amadeus Bip Bip était mort en 1991. Donc je pense qu'on a tous corrigé. Tu regarderas, tu es transparent. Donc c'est aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, c'est assez amusant. Donc on a tous corrigé avec nos connaissances, notre sens commun, simplement. Bon, maintenant, si je vais vers le robot ou le chatbot et que je lui demande à quelle date est mort Wolfgang Amadeus Mozart et qu'il me répond 1991, qui est responsable? Est-ce que c'est Gilles Dovec qui a mal entraîné et mal élevé son robot, ou est-ce que c'est le robot lui-même, la machine? Alors, les juristes se posent toutes ces questions, à savoir est-ce qu'il faut donner un droit particulier au robot, qu'il soit robot intelligent, une personnalité juridique, ou non? Est-ce que c'est lié aux objets défectueux? Donc on est plutôt contre l'idée de faire une personnalité juridique. Mais il y a des tendances comme ça qu'on ne peut pas ignorer internationalement. Donc sur l'Europe, en France, aux États-Unis. Donc ce sont des discussions qui vont amener à des débats intéressants sur quelles sont a priori les meilleures règles à mettre en œuvre. On a parlé de co-responsabilité. C'est vrai que la rupture elle est à la fois sur la technologie et sur le juridique. Dès lors que vous êtes un peu responsable, si vous avez un chien, vous lui faites mordre les passants devant chez vous, il me semble que vous êtes un peu responsable. Voilà. Donc est-ce que ça peut s'apparenter Vas-y, Alexei. Juste un mot, dans le rapport de la CERNA, voilà, tu voudras peut-être le dire, il y a la notion de concepteur, mais d'entraîneur aussi. Nous introduisons une notion spéciale pour cette question de responsabilité. Oui, j'en ai parlé. Agent entraîneur, ouais. Mais qui ne résout pas les problèmes de l'ego. Il va falloir réfléchir à comment on positionne ça. Mais on a parlé de co-responsabilité, on a parlé du droit des objets défectueux, en considérant que ces robots sont des objets, et qu'il faut rester sur cette façon de concevoir. Gérard Berry, de ce côté-là. Oui, moi j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La première, c'est que ça date de la semaine dernière. Donc, il y a un nouveau professeur au Collège de France qui s'appelle Stéphane Mallat, et dont la chaire va être consacrée à essayer de comprendre ce qui se passe dans les systèmes d'apprentissage. Donc, on peut attendre des nouvelles, mais ça ne va pas aller vite, parce que c'est des maths dures et que ça va aller à la vitesse des maths. La deuxième, c'est un problème qui me soucie énormément, et là, j'ai une question que je pose aux 4 intervenants et à tout le monde. C'est qu'il y a 10 ans, moi, j'avais commencé ma première leçon de yoga au Collège de France en disant que, donc il y a 10 ans, je disais qu'il y a quelque chose qui me consternait, c'est que les gens étaient en permanence surpris par des choses qui sont absolument annoncées, du genre qu'on pique leurs données. Facebook et Google ont toujours été clairs là-dessus. C'est pas caché du tout, et les gens sont en permanence surpris.
Et on est beaucoup à faire beaucoup d'efforts pour essayer d'augmenter un peu la connaissance sociale, mais la réponse c'est ça marche pas. Je fais des conférences partout et la question que j'ai, elle est uniforme. La première question qui est posée par au moins la moitié de la salle, c'est quoi un algorithme? Donc ça rend les choses assez difficiles, y compris dans des académies nationales françaises. Il faut vraiment changer de braquet. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors il y a des efforts dans l'éducation, mais ça ne va pas suffire parce que les décisions, pour l'instant, les décisions actuelles, ce n'est pas les gens qui sont dans les lycées qui les prennent. Comment est-ce qu'on peut changer d'échelle sur ce sujet fondamental, que les gens arrêtent de penser que le mieux c'est d'être ignare? Sur ce sujet, bien sûr, c'est pas vrai sur les autres. En général, les gens réagissent quand ça impacte directement leur vie. Donc il va y avoir, on voit déjà des abus ou des problèmes arriver, on va en voir de plus en plus, je pense. Donc ils vont devenir conscients comme ça, mais c'est pas du tout. Je pense que ça va avoir des réponses du type de la sorcellerie ou de la superstition dans l'heure actuelle. Ben non, c'est là-dessus qu'il faut lutter, c'est ce que je disais. En fait, moi j'ai écrit un livre qui est une vulgarisation du sujet. Et je pense que nous, scientifiques, c'est pour ça que j'ai parlé autant dans cette présentation de notre rôle, on a une mission qui est vraiment de faire passer au plus grand nombre des concepts qui vont être les concepts qui vont les entourer. Et puis en plus, il y a un autre sujet moi, qui me stupéfait, c'est qu'on ne parle pas beaucoup de cette cacophonie qui va arriver, parce que, bon, je travaille sur les agents, les chatbots, là, les agents qui parlent, les robots bavards, mais vous imaginez si tout se met à parler ensemble, les murs à écouter, tout est intelligent avec des choses embarquées qui communiquent, quel brouhaha ça va être, et effectivement, on va avoir beaucoup de machines qui se parlent entre elles. Donc les régulations de tout cet environnement, et surtout l'utilité. C'est-à-dire qu'on va travailler dans I3E sur les notions de bien-être, ou que tu avais défini comme étant, je ne sais plus qui avait parlé de ça, pas de bien-être, mais de bien faire. Voilà. Il faut comprendre qu'est-ce qui est souhaitable ou pas à mettre en œuvre dans la société. Donc la vision, en tout cas, du monde numérique de demain avec de l'apprentissage, je la vois nulle part. Odile Maquis, je peux peut-être compléter aussi, je peux peut-être donner un point de vue aussi, une réponse à Gérard que je pense qu'il partage, c'est que c'est vrai que les problèmes, ce que soulève Gérard, c'est des problèmes d'éducation qui sont à un niveau énorme. C'est-à-dire qu'on l'a pris un peu par un bout de la lorgnette en commençant par l'éducation à l'école primaire, au collège, au lycée. Il y a encore énormément à faire là-dessus, mais comme dit Gérard, on n'a pas 50 ans à attendre que tout le monde soit éduqué. Donc il faut aussi éduquer toute la population. On commence à voir localement des gens qui prennent des bouquins, qui lisent, qui apprennent, qui vont dans des clubs où ils apprennent à programmer même à n'importe quel âge. Donc c'est important et je pense que c'est une responsabilité de nous tous de comprendre, parce que je pense que le public est de plus en plus intéressé par ce genre de questions. La seule question, c'est de leur donner des solutions. Alors, juste une phrase. Dans Francia, on avait un projet utopique à proposer. Moi, j'avais proposé de faire des labos participatifs un peu partout sur les territoires. Donc, tout citoyen peut venir. Et de faire un salon, comme le salon de l'agriculture, si vous voulez, mais d'expérimentation de l'IA. Donc, où on introduit en fait des concepts un peu complexes auprès d'un large public. Et ça, je pense, faire des salons où on expérimente, la meilleure façon de comprendre, c'est expérimenter pour un grand nombre. Odile Maquis, là, mais très vite, très vite. Je voudrais d'abord dire merci, parce que je suis absolument ravie de voir que ces questions sont posées avec beaucoup d'enthousiasme. Elles sont d'une importance cruciale pour le monde qui viendra, et la culture, c'est des choses qui nous échappent. Moi, j'étais dans les pionnières du numérique et voilà, on n'y comprend plus rien sur ce qui se passe dans la société. Donc c'est très très important que ça soit traité ici, et je dis merci. La question, elle s'adresse à la fois à Max et puis à Laurence. C'est lié au continent. Max a dit l'Europe ne doit pas laisser ses questions aux autres continents. Déjà, premièrement, j'ai même entendu de Laurence que la France n'était pas non plus très pionnière en Europe. Et je voudrais poser la question, parce que quand on pense Europe, on pense Amérique, d'accord. Mais dans les questions éthiques, il a été soulevé en particulier par Serge, que les pauvres doivent être considérés. Or, qu'est-ce qu'il en est des continents qui sont en développement? Comment eux réagissent devant ces questions éthiques? Est-ce qu'ils ont la voix au chapitre? Alors, juste pour parler du monde. Donc là, on va au Japon, par exemple, avec Jean-Gabriel Ganassia, parce que des journalistes japonais sont venus nous chercher en disant « Pourquoi vous philosophez autant sur ces problématiques d'éthique ?» Donc,
Le Japon s'intéresse finalement à ces points de vue et à un raisonnement aussi. Donc le Japon, ce n'est pas l'Afrique, je suis d'accord. C'est juste pour dire que ça les intéresse. Aux États-Unis, I3E, ça vient de chez eux aussi. Et ils essaient d'ouvrir au monde, alors toujours pareil, Europe, Asie et États-Unis. Donc on oublie totalement les autres continents ou les autres pays. Alors je dirais qu'en France, ou en Europe plutôt, on a une énorme carte à jouer, qui est notre multilinguisme, qui fait notre richesse par rapport au monde asiatique et qui fait notre richesse par rapport au monde américain, plutôt encore plus pour le monde américain, qui fait qu'on se pose ces questions d'adaptation à différentes cultures, à différents sujets. Et ça, c'est ce qu'il va falloir faire pour l'Afrique, qui parle aussi en français. Il va falloir commencer comme ça. Et quand j'ai parlé de la chaire à l'UNESCO, c'était bien dans l'idée d'ouvrir au plus grand nombre. Et je pense que cette partie... Alors, moi, il y a autre chose qui me fait très peur, hein, c'est qu'ici, on parle d'interaction langagière ou d'interaction avec des machines. J'ai été dernièrement chez Google et Facebook et on parlait de brain machine. Donc, se passe totalement du support qui est le langage, qui quand même porte notre culture, notre identité, et on va directement chercher dans le cerveau des gens des informations. Hein, donc, il y a des laboratoires entiers là-dessus, importants. Et je pense que sur ces sujets-là, il y a aussi énormément de problématiques qu'il va falloir discuter ici.